Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à Cyril et à l'ARP pour son invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir pour vous présenter mon travail et des réflexions, donc, comme vous le voyez inscrit ici, sur les défis sociétaux et les enjeux éthiques de l'usage thérapeutique des psychédéliques. Donc, je suis David Dupuis, je suis donc anthropologue, psychologue, chercheur à l'INSERM à Paris, qui est donc l'Institut de recherche en santé publique. Et donc ce soir, je vais vous parler des enjeux contemporains qui sont suscités par, comme vous savez, la médicalisation des psychédéliques. Et je vais le faire à partir de données ethnographiques que j'ai collectées en Amazonie péruvienne et puis de réflexions sur ce qui se passe depuis une décennie environ autour de l'usage thérapeutique des psychédéliques. Donc comme vous le savez, il y a un boom de la recherche psychédélique depuis une dizaine d'années. Ça a démarré avec les études de l'université Johns Hopkins à Baltimore, et puis avec des essais cliniques qui ont débuté et qui se sont maintenant multipliés, avec notamment l'étude récente de la psilocybine dans le traitement de la dépression résistante à Imperial College à Londres, qui a fait du bruit. Et puis, comme vous savez, il y a aussi des travaux en Suisse, avec l'équipe notamment du docteur Vollenweider. Et on considère aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'observateurs considèrent aujourd'hui que les psychédéliques seraient la prochaine génération de traitements de santé mentale. Donc c'est quelque chose que vous avez dû entendre, lire. Maintenant, il y a pas mal de com autour de ça. Il y a même maintenant en France Le Figaro, qui est un journal de droite, qui a fait un bel article sur les psychédéliques, prochain grand espoir en santé mentale. Donc voilà, les choses s'ouvrent, comme vous le savez, là où ces substances étaient classées depuis la Convention de Vienne de 1971 comme des substances, des drogues dangereuses, prohibées, toxiques, etc. Et notamment considérées comme leur propriété hallucinogène, c'est-à-dire que ces substances produiraient des états proches de la psychose et étaient considérées comme dangereuses puisque pouvant provoquer des états psychotiques. Donc cette représentation de ces substances est en cours de transformation. Et on observe une dynamique de requalification du statut social des psychédéliques, et ces substances sont en train d'être qualifiées en médicaments. Donc comme vous le savez, elles suscitent beaucoup d'espoir dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, du stress post-traumatique, également dans l'accompagnement de fin de vie. Il y a beaucoup d'applications qui sont en train d'être testées, et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous informer du fait que les études commencent enfin en France. Donc on a enfin en France, pays assez conservateur sur la question, pour des raisons que j'évoquerai ce soir, et qui a pris pas mal de retard malheureusement dans les essais cliniques sur ces substances. Et on a donc deux études qui vont démarrer en 2023, une donc LSD, alcoolisme, psilocybine et dépression, et puis on a plusieurs autres études qui sont en préparation et qui vont donc sans doute être conduites dans les 5 années qui viennent. Donc comme vous le savez, ces études elles sont multipliées notamment dans les pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et puis maintenant en Europe de plus en plus. Alors, autour de la médicalisation des psychédéliques, comme vous savez, il y a tout un discours assez optimiste, pour ne pas dire plus, autour de ces substances, avec cette idée que les substances psychédéliques pourraient non seulement contribuer à proposer des traitements de santé mentale innovants, mais également à transformer la société. Et ça, c'est une affirmation que je discuterai ce soir pour arriver à ces questions d'enjeux sociétaux et éthiques. Et j'étais par exemple à la Breaking Convention, qui est donc l'une des grandes messes de la recherche psychédélique qui a lieu à Londres tous les 2 ans, dans mon souvenir, juste avant le Covid. Et vous avez Gail Bradbrook, qui est donc une des fondatrices du mouvement Extinction Rebellion, peut-être que vous connaissez ce mouvement militant écologiste, qui donc appelait à une désobéissance civile de masse avec un usage des psychédéliques massif, qui invitait les gens à consommer des psychédéliques, à en donner à leurs proches, à leurs parents, à leurs amis, avec cette idée que les psychédéliques pourraient transformer notre représentation du monde et notamment notre relation au non-humain, à la nature, au vivant, et pourraient ainsi contribuer à nous sauver de la crise écologique. Alors ça, c'est un claim qui se répand de plus en plus, cette idée que les psychédéliques pourraient produire une transformation très profonde des sociétés occidentales, notamment dans leur rapport à la spiritualité et à la nature. Alors ça fait écho aussi, donc vous avez cette idée de biophilie qui a été défendue par certains chercheurs comme Sam Gandy. Donc c'est cette idée que les psychédéliques pourraient développer la biophilie, c'est-à-dire
notre propension à entrer en relation et en empathie avec les vivants non humains, les plantes, les animaux, etc. Et donc pourrait nous conduire à rentrer dans un rapport à la nature qui soit moins de l'ordre de l'exploitation, mais plus un rapport collaboratif, etc. Donc vous voyez que derrière, en ligne de mire, il y a cette idée que les psychédéliques pourraient notamment nous aider à trouver des solutions face à la crise environnementale que nous connaissons et face à laquelle, pour l'instant, il faut bien dire, nous sommes un peu en manque de solutions. Ces claims s'appuient aussi sur des travaux scientifiques. Donc vous voyez là quelques articles qui ont été publiés notamment par l'équipe de Robin Carhart-Harris du centre de recherche psychédélique d'Imperial College. Et donc vous voyez que ces travaux, ces articles qui ont été publiés récemment, suggèrent que l'usage des psychédéliques pourrait transformer nos représentations du monde, nos positions politiques. Donc vous voyez par exemple le papier à votre droite, avec l'idée que les psychédéliques pourraient augmenter notre propension à entrer en relation avec la nature et à, en gros, nous diminuer notre propension à cultiver le goût pour des positions autoritaires. En gros, les psychédéliques vous rendraient de gauche, écologiste, etc. Voilà. Et vous rendraient donc moins égoïste et plus écoïste, c'est-à-dire voilà, vous rendrez davantage conscient, vous faites partie d'un tout dont vous êtes interdépendant et avec lequel, dont il est du coup important de prendre soin. Alors ça nous renvoie à des claims qu'on connaît bien historiquement, puisque c'était ceux des années 60. Vous vous souvenez que dans les années 60, dans le cadre de la contre-culture, il y avait déjà cette idée que les psychédéliques étaient des substances révolutionnaires. Il y avait un peu cette idée que voilà, si on donnait du LSD à un cadre sup très square, du jour au lendemain, ça pouvait faire de lui un hippie, féministe, anticapitaliste, écologiste. Et donc il y avait tous cette idée qu'il fallait diffuser l'usage des psychédéliques et que ça allait contribuer à transformer les consciences, transformer les positions politiques, et donc ça allait contribuer activement à un projet révolutionnaire. Alors comme vous le savez peut-être, il y a eu pas mal de désillusions par rapport à ces perspectives. Et pour prendre un exemple fameux, on a l'exemple de Charles Manson, qui, vous le savez peut-être, avait créé toute une secte autour de lui, qui utilisait massivement le LSD. Et l'usage massif du LSD dans le groupe de Charles Manson ne les a pas du tout empêchés de créer une théorie raciale et de conduire des meurtres qui les ont rendus malheureusement célèbres, meurtres qui visaient d'ailleurs à initier une guerre raciale, puisque l'idée c'était on va faire des assassinats qu'on va imputer aux Noirs et pour créer une guerre civile raciale aux États-Unis. Donc vous voyez que ça entre pas mal en contradiction avec la proposition du mouvement hippie, de la contre-culture. Donc vous voyez ici une image avec cette idée que si on lance de l'acide, si on prend de l'acide, bah voilà, ça va vous rendre pacifiste. Il y a des travaux récents, notamment les publications de Brian Pace, qui a récemment mis à l'épreuve cette proposition que les psychédéliques, il y aurait une sorte d'automatisme pharmacologique qui ferait que quand on prend des psychédéliques, ça nous rend nécessairement plus humaniste, de gauche, écologiste, etc. Et qui a fait une enquête intéressante, notamment sur l'usage des psychédéliques dans les groupes d'extrême droite, des groupes néo-nazis, et il a pu par exemple montrer que finalement, quand on est néo-nazi, si on prend beaucoup de psychédéliques, en gros, ça va plutôt renforcer les postulats néo-nazis et le racisme, etc. Alors, ça c'est intéressant parce que ça fait écho aux travaux des anthropologues. Les anthropologues qui, comme vous le savez, travaillent un peu partout dans le monde, et notamment en Amérique latine. Et comme vous le savez sans doute, les Amériques sont vraiment le continent dont les sociétés ont accordé la place la plus centrale au sein du panorama des sociétés humaines, qui donc ont accordé la place la plus centrale aux psychédéliques. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés, en Amérique centrale, en Amazonie, dans les Andes, ont produit des dispositifs sociaux, rituels, initiatiques, qu'on appelle notamment le chamanisme, on y reviendra, qui accordent donc une place aux psychédéliques. Et donc beaucoup d'anthropologues ont travaillé dans ces sociétés et ont observé notamment, alors vous savez ce que font la marotte un peu des anthropologues, donc c'est qu'on va étudier des sociétés dans le détail, on va faire ce qu'on appelle du travail de terrain, où on va vivre avec les personnes avec qu'on étudie, on va participer aux activités quotidiennes et on va aller documenter, ce qu'on appelle faire de l'ethnographie, on va aller documenter une manière singulière d'être humain.
Par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être Shipibo en Équateur? C'est différent d'être Suisse à Genève, différent d'être Parisien à Paris. Et à partir de là, on va faire un travail anthropologique à partir du comparatisme. C'est-à-dire que l'ambition de l'anthropologie, c'est à partir des travaux ethnographiques, on va comparer ces différentes manières d'être humain pour faire saillir des régularités et des variations. Et il y a un projet de science de l'humain, l'anthropologie, qui sera basé sur donc, la comparaison de ces ethnographies. Alors je vous raconte tout ça pour vous dire qu'il y a eu des travaux, donc on appelle cross-culturels, interculturels ou comparatistes, sur l'usage des hallucinogènes dans les Amériques. Et ces travaux ont montré de manière assez unanime que l'expérience psychédélique était très homogène au sein d'une même société. C'est-à-dire que les caractéristiques phénoménologiques de l'expérience psychédélique se ressemblent énormément au sein d'une même société, et que par contre elles variaient beaucoup quand on compare les différentes sociétés. Et donc ça souligne que il y a une dimension de déterminisme social très forte dans l'expérience psychédélique. C'est-à-dire que notre expérience psychédélique n'est pas une expérience directe, immédiate, mais médiatisée par la culture et les interactions sociales. Donc c'est cette dynamique que moi j'ai travaillé à étudier à partir de mes travaux de terrain et dont je vous parlerai aujourd'hui, que j'ai appelé la socialisation des hallucinations. C'est-à-dire j'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, comment les dispositifs sociaux façonnent la phénoménologie de l'expérience hallucinogène. En tout cas, il semblerait donc que les psychédéliques, les enseignements du comparatisme anthropologique suggèrent que les psychédéliques sont plutôt donc des vecteurs de transmission culturelle, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on est appelé à voir dans une société donnée dans l'expérience psychédélique, plutôt que des vecteurs de transformation sociale. Par exemple, chez les Jivaro, si vous prenez l'ayahuasca, il y a un but précis, c'est pour rencontrer certains ancêtres à des fins particulières, pour développer par exemple un charisme politique ou militaire, et c'est ce que vous allez vivre. Quand vous êtes dans la contre-culture californienne, c'est autre chose, il y a toute cette histoire de dissolution de l'ego, etc. C'est ce que vous allez vivre. Par exemple, il n'y a jamais été documenté une expérience du type dissolution de l'ego dans les pratiques chamaniques, par exemple, d'Amazonie péruvienne. Alors que vous savez sans doute que dans la culture psychédélique occidentale, on considère que la dissolution de l'ego, c'est un aspect central et même inévitable de l'expérience psychédélique. Donc tout ça déjà pour vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas d'automatisme pharmacologique dans l'expérience psychédélique, mais que l'expérience est toujours médiatisée par les interactions sociales, les attentes culturelles, etc. Donc ça avait déjà été vu par Claude Lévi-Strauss dans les années 70, dans un article en réponse au livre de Wasson, donc cet article s'appelle « Les champignons dans la culture ». Vous savez que Wasson, les époux Wasson avaient fait un énorme travail sur les champignons hallucinogènes, de comparatisme justement, et dans lequel il proposait notamment que l'usage des hallucinogènes était à l'origine du fait religieux. Et donc Lévi-Strauss, dans un débat qu'il engage avec Wasson, synthétise cette position qu'on pourrait appeler culturaliste sur l'expérience hallucinogène. Les hallucinogènes sont des déclencheurs et des amplificateurs d'un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l'élaboration. Donc vous voyez, ça c'est l'approche culturaliste de l'expérience hallucinogène que je vais essayer de défendre aujourd'hui en interrogeant ses implications pour les sociétés contemporaines. Et pour se convaincre de ça, il suffit aussi de regarder le cas de la Californie, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec Cyril. Donc, comme on disait tout à l'heure, en Californie, dans les années 60, on prenait le LSD à des fins révolutionnaires, à des fins de transformation identitaire qui correspondaient aux valeurs de l'époque, du mouvement contre-culturel, du mouvement hippie, etc. Aujourd'hui, en Californie, on consomme beaucoup les psychédéliques sous une autre forme, comme vous savez, ce qu'on appelle le microdosing, dont vous avez dû entendre parler. Et on consomme qui consomme le microdosing, ça a été mis à la mode par les cadres sup de Google, Microsoft, Facebook et compagnie, qui consomment les psychédéliques. Comme vous voyez ici, ça c'est une pub pour des microdosing, où on va utiliser les psychédéliques pour être moins stressé, être plus productif, augmenter sa capacité de concentration, etc. Et donc en fait pour augmenter ses performances dans le contexte notamment professionnel. Donc vous voyez bien que là, le cas de la Californie illustre bien comment, finalement, le cadre culturel d'une époque façonne non seulement la manière dont on a investi l'expérience psychédélique, mais aussi l'expérience elle-même. Alors, donc, les psychédéliques sont-ils des vecteurs de transformation sociale, comme on nous le vend souvent aujourd'hui, ou sont-ils plutôt des outils de transmission culturelle? C'est un petit peu le fil
de ma présentation ce soir. Je vais essayer de vous convaincre que ce sont plutôt des outils de transmission culturelle pour ensuite aborder les enjeux éthiques et sociétaux de cette propriété des psychédéliques. Et alors je vais essayer de vous convaincre de ça à partir donc de mes données ethnographiques. Donc moi j'ai conduit une enquête ethnographique de 18 mois en Amazonie péruvienne, dans la région de Tarapoto, autour de ce qu'on appelait le tourisme chamanique. Donc vous savez, ce mouvement qui a commencé dans les années 90 avec ces occidentaux qui se rendaient en Amazonie pour notamment participer à des rituels d'inspiration chamanique qui impliquaient l'usage de psychédéliques comme l'ayahuasca. Et donc il y a eu tout un boom de ce mouvement à partir des années 90, notamment la publication du livre de votre compatriote Jérémy Narby, dont vous avez sans doute entendu parler, Le Serpent Cosmique, qui a conduit beaucoup d'Européens en Amazonie. Et donc moi je suis parti là-bas au moment où ce mouvement commençait, donc j'ai fait ma thèse de doctorat sur cette question. Et je suis parti là-bas au moment où tout ça commençait un petit peu, quand dans les cafés à Paris, les gens revenaient de ces séjours et me disaient avoir rencontré des êtres, des anges, des esprits de la nature, des ancêtres. Vous savez que c'est pas bon, la culture française est quand même assez sécularisée, c'est pas si commun que ça, voilà, d'avoir des personnes qui vous parlent de ça. Et donc ça m'a un peu frappé et j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait là-bas. Et donc j'ai fait du terrain. Essentiellement dans une clinique de traitement des addictions qui est l'un des principaux centres chamaniques donc, qui accueille cette clientèle internationale, qui s'appelle Taquihuasi, qui est donc située près de Tarapoto, en Amazonie péruvienne. Et donc c'est une clinique qui a été montée par un médecin français qui s'appelle Jacques Maby dans les années 90. Et l'idée était de fonder un traitement des addictions qui utiliserait à la fois les ressources de la médecine, de la psychothérapie et de la médecine traditionnelle amazonienne, donc on y reviendra, les purges, l'ayahuasca, les diètes, etc. Et puis avec l'arrivée du public occidental de manière un peu massive, ils ont été parmi les premières institutions à monter des dispositifs d'accueil pour ces clients occidentaux qui venaient 2 semaines pendant leurs vacances pour aller prendre l'ayahuasca. Et donc ils ont modélisé ce qu'ils ont appelé les séminaires, donc qui sont des courts séjours de 2 semaines dans lesquels ils proposent notamment la participation à plusieurs rituels d'ayahuasca. Et donc j'ai passé 18 mois à enquêter au sein de cette institution qui propose donc dans les séminaires, ça commence souvent par le rituel de purge. Donc il faut savoir qu'en Amazonie, c'est dans les cultures autochtones d'Amazonie, il y a toute une tradition du vomissement volontaire. C'est-à-dire, contrairement à nos sociétés, le vomissement est quelque chose de plutôt valorisé. Donc voilà, petit choc culturel, à des diverses fins de purification notamment. Et par exemple, Philippe Descola décrit comment chez les Jivaro, au réveil, quand on a fait un cauchemar, on a fait des mauvais rêves, on va aller prendre une herbe, se gratter un peu la glotte, vomir. Et puis c'est un peu comme pour nous se brosser les dents, vous voyez, c'est un peu l'hygiène du matin, on est frais, on peut attaquer la journée. Et donc il y a toute une gamme de plantes purgatives qui ont été développées dans le cadre de la médecine traditionnelle amazonienne et qui sont donc proposées à Taquihuasi. Donc vous voyez ici du jus de tabac, donc ce qu'on appelle jus de tabac, c'est une macération de ce tabac brun qu'on appelle mapacho, qui est donc un tabac fort, qui est une autre variété que le tabac qu'on fume en Europe, qui est du Nicotiana rustica, donc qui est beaucoup plus riche en alcaloïdes et qu'on va boire, et donc qui provoque du vomissement. Donc l'idée c'est que vous buvez un verre, ensuite vous buvez pas mal d'eau, vous vomissez, et chaque plante de purge est supposée avoir des propriétés de purification dans différents organes, ou pour nettoyer certaines émotions, voilà. Donc vous voyez, ça se prend en cercle, comme ça, vous avez votre petit seau, vous vomissez, les guérisseurs chantent, voilà, c'est assez sympa. La diète est donc une autre étape importante de ces dispositifs. Alors la diète, c'est aussi quelque chose qui est un peu pan-amazonien, qui est une technique qu'on retrouve dans toute l'Amazonie à des fins initiatiques, thérapeutiques ou d'apprentissage chamanique. Et donc ça consiste en gros à ingérer certaines plantes. Donc souvent les locaux disent oui, ça sert à rien ce que vous faites là les gringos, à boire des infusions de plantes, ça marche pas du tout. Si vous voulez que les plantes elles aient l'effet des pastillas, des médicaments des blancs, il faut les diéter. Et donc quand on diéter une plante, ça veut dire qu'on va l'ingérer dans un certain contexte avec des règles alimentaires, relationnelles, sexuelles. Et donc vous allez boire des plantes qui sont pas des infusions, qui sont plutôt des macérations très denses, voilà, c'est pas très bon, en général c'est très amer. Et on va modifier votre régime alimentaire en enlevant à peu près tout, et notamment le sel. Et avec cette idée qu'en enlevant le sel notamment,
Vous allez vous rendre votre corps plus poreux, plus perméable, ça va permettre aux plantes de pénétrer plus profondément, d'avoir des effets thérapeutiques plus puissants, mais aussi ça va vous permettre éventuellement d'entrer en relation avec l'esprit de la plante, c'est-à-dire la personne qui est dans la plante, puisqu'on se situe dans les sociétés à ontologie animiste, donc c'est-à-dire qu'on va prêter une subjectivité, une intériorité, une personnalité à des êtres non humains comme les plantes. Et donc diéter une plante permet aussi de la rencontrer, donc dans les rêves ou sous d'autres formes, des hallucinations. Et puis donc ça c'est à des fins, ça peut être à des fins thérapeutiques, mais aussi d'apprentissage chamanique. C'est aussi la grande technique d'apprentissage chamanique, c'est les diètes, puisqu'en fait les diètes vont vous permettre de créer de rencontrer les plantes et puis de créer des relations d'alliance avec elles. Et ces relations d'alliance vont notamment être matérialisées par la réception d'un chant qui est un peu le numéro de téléphone de la plante. C'est-à-dire que la plante, si vous êtes bien entendu, vous donne son chant et vous pouvez ensuite, quand vous chantez, par exemple si vous préparez du tabac que vous allez donner à un patient, vous chantez le tabac et ça va permettre d'activer le tabac à un autre niveau et aussi de protéger l'usager d'éventuels mauvais effets du tabac. Donc un bon guérisseur est censé avoir diété longtemps, 1 an, 2 ans. Ce qui, vous allez voir, n'est pas si facile puisque il y a cette idée que puisque vous êtes poreux et perméable, du fait du régime alimentaire particulier de la diète, qui vise donc à créer cette rencontre plus intime avec la plante, vous êtes aussi plus poreux et perméable aux interactions potentiellement pathogènes. C'est pourquoi, quand vous diétez, vous allez dans ces petites cabanes charmantes que vous voyez, où en gros il y a un toit, un banc, un lit, un hamac, et vous devez rester seul dans ces cabanes, personne ne doit vous toucher, vous parler. Il y a cette idée de porosité qui est un peu partout, c'est-à-dire que s'il pleut, il ne faut pas rester trop longtemps sous la pluie, sinon l'eau va rester dans le corps, il ne faut pas rester près du feu, etc. Et donc vous mangez en gros des bananes plantains, des bananes vertes bouillies, sans rien, sans sel, sans gras, sans rien, du riz bouilli. Donc vous maigrissez pas mal et vous ennuyez beaucoup aussi puisque vous ne devez rien faire. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de bouquin. Voilà, puisque vous êtes censé être en compagnie d'un grand professeur qui est la plante, puisque ces plantes que vous diétez sont souvent appelées dans la région des plantes maîtresses, puisque ce sont des plantes qu'on va ingérer à des fins thérapeutiques mais aussi d'apprentissage. Et donc voilà, c'est comme quand vous écoutez un grand professeur pendant un cours à l'université, si vous êtes en train d'être sur votre téléphone en même temps, vous allez un peu rater l'essentiel. Donc c'est un peu l'idée, pareil, pas de téléphone, rien, donc vous restez là quelques jours jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois, seul, en compagnie des plantes. Donc là, évidemment, pour les séminaires à Takiwasi, ils ont raccourci, on est sur 4-5 jours de diète. Ça paraît pas grand-chose, mais je vous assure que les Occidentaux, on n'a pas l'habitude, 4-5 jours avec absolument rien à faire, personne à qui parler, c'est une grosse expérience déjà. Et alors évidemment, ce qui nous intéresse tous le plus ce soir, le rituel d'ayahuasca, qui est donc dans le séminaire de Takiwasi, vous avez à peu près 2-3 purges, 3-4 rituels d'ayahuasca, une petite diète de 4-5 jours. Et donc vous avez ces rituels qui ont lieu donc dans la Maloca, que vous voyez ici. Donc l'ayahuasca, tout le monde voit ce que c'est? Ouais, plus ou moins. Donc c'est un breuvage qui est, que vous voyez là au centre, un breuvage brun, marron, qui est fait à partir de 2 plantes. Donc dans la région, on utilise plutôt donc, la liane ayahuasca et les feuilles d'un arbuste de la famille du café qui s'appelle la chacruna. Et donc c'est un mélange donc, qui contient du dimethyltryptamine, donc un hallucinogène très puissant et qui, comme vous le savez peut-être, est détruit par des enzymes de l'estomac. Et donc le mélange des 2 plantes, en fait, on mélange 2 plantes parce qu'on va mélanger une plante qui contient du DMT et une plante qui va contenir un principe actif qui va inhiber les enzymes de l'estomac qui habituellement détruiraient le DMT. Et donc en fait, on mélange les 2 plantes pour créer en gros une potion qui crée du DMT actif par voie orale. Dans d'autres traditions, notamment au Brésil, on a trouvé des manières de contourner ça. Par exemple, on va sniffer des plantes qui contiennent du DMT, on peut le fumer également. Voilà. Donc l'ayahuasca Takiwasi donc, est pris dans des rituels qui durent à peu près 6 heures. Donc comme vous le voyez, il y a une influence des représentations catholiques. Là, c'est le siège du grand chaman, qui est donc Jacques Mabi, ce médecin français qui s'est lui-même initié au chamanisme, l'Amista, donc autochtone de la région dans les années 90 et qui, jusqu'il y a peu de temps, avant qu'il prenne sa retraite, dirigeait les rituels d'ayahuasca. Et donc ça se prend dans cet espace rituel
On reviendra là-dessus, mais je vous donne quelques éléments du dispositif rituel parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe ensuite. Donc vous voyez ici, en fait, là, un magnifique schéma de la Maloka. Voilà, j'ai pas réussi à faire mieux, désolé. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'ils appellent le cercle rituel, qui est en fait d'ailleurs un demi-cercle. Vous avez l'entrée, chacun donc est assis, vous voyez, avec son petit fauteuil, son petit seau. Les guérisseurs sont au fond. Et les guérisseurs vont tracer un espace rituel en soufflant, en déposant notamment de l'eau bénite, du sel à exorciser, qui a été béni par le prêtre avant, et d'autres opérations, de la fumée de tabac, etc. Et donc ça, théoriquement, va créer un espace protégé des interactions potentiellement pathogènes et négatives. Et donc ce qui fait que quand ce cercle est créé, si vous voulez sortir par exemple pour aller aux toilettes, il faut demander l'autorisation, puis quand vous revenez, on doit vous purifier avec de la fumée de tabac. Voilà. Et sinon, on éteint la lumière quand tout le monde a bu l'ayahuasca, et puis vous n'avez pas le droit de bouger, de parler à vos voisins, de toucher vos voisins, vous devez vous concentrer sur votre expérience. Et vous avez des guérisseurs qui vont chanter pendant toute la nuit, et qui, à certains moments du rituel, vont venir souffler sur votre corps du tabac, des parfums, etc. Le lendemain des rituels d'ayahuasca, vous avez des groupes de parole qui s'appellent post-ayahuasca, donc Atakiwasi, où chacun est invité à raconter un petit peu ce qu'il a vécu. Et les guérisseurs, et notamment donc Jacques Mabi, donnent son interprétation un petit peu de l'expérience. Et ce sont des moments assez importants. Donc, si vous voulez, c'est un peu le dispositif qu'on appellerait aujourd'hui dans nos milieux dispositif d'intégration, c'est-à-dire comment on va verbaliser l'expérience, lui donner du sens, la symboliser, etc. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est sur le terrain, ce qui m'a frappé, c'est que au cours de ces groupes de parole, se répétait souvent une séquence qu'on peut appeler diagnostic d'infestation, et qui renvoie à la théorie étiologique locale. Alors, hop, je vais revenir comme ça, vous ne lisez pas. Alors, en fait, Akiwasi, c'est une institution assez ancienne maintenant, qui a une trentaine d'années, et qui est très intéressante parce qu'elle a eu le temps d'élaborer. En fait, ça partait plutôt d'un modèle, vous voyez, Stanislav Grof, on va utiliser les psychédéliques comme support de psychothérapie, etc. Et puis avec le temps, le poids du catholicisme a été quand même grandissant, c'est-à-dire qu'il y avait une salle de méditation qui est ensuite devenue une chapelle. Il y a eu des participants, des patients, des soignants qui ont eu des visions, soit en rêve, soit dans l'ayahuasca, qui ont mené à la création de lieux de culte catholiques au sein de la clinique. Et le rituel s'est teinté de plus en plus de catholicisme, c'est-à-dire qu'on utilise des prières d'exorcisme dans le rituel d'ayahuasca. Vous avez vu que les symboles, l'iconographie catholique est assez présente dans l'espace rituel. Et au cours de cette élaboration, de ces transformations, s'est aussi construite une théorie étiologique assez singulière, qui est centrée sur la notion d'infestation. Alors l'infestation, c'est un concept qui est emprunté à la démonologie catholique, qui est une forme donc de possession démoniaque, light un peu. C'est-à-dire que voilà, des entités peuvent entrer dans votre corps et vous influencer suite à notamment la réalisation d'infractions socio-morales, par exemple prendre de la drogue, la sexualité non sacralisée, ce genre de choses, participer à des pratiques magiques, de spiritisme, etc. Tout ça donc ouvrirait des portes de ce qu'ils appellent là-bas le corps énergétique, qui permet donc à des entités malveillantes de nature démoniaque et habituellement invisibles d'entrer dans votre corps et de vous influencer. Donc c'est notamment leur modèle de l'addiction, c'est-à-dire que voilà, en fait, en consommant des drogues de manière non ritualisée, non sacralisée, vous permettez à des entités d'entrer en vous, elles vous influencent notamment dans la direction de répéter l'action qui lui a permis d'entrer. Donc vous allez continuer à consommer cette drogue. C'est assez catchy, vous allez le voir, pour expliquer tous les phénomènes un petit peu dans lesquels il y a du conflit de la volonté. Hein, vous savez, comme quand on est fumeur, on a envie d'arrêter souvent, et puis en même temps, on aime bien fumer, c'est quand même sympa, et ouais, je vais arrêter demain, et puis après, on fait une grosse fête, et puis le lendemain, on se dit, oh là là, il faut vraiment que j'arrête de fumer. Et en fait, on refume, et ouais, c'est un peu la condition humaine, hein, il n'y a pas que les fumeurs qui sont comme ça. Ce qu'on appelle les situations d'acrasie, de conflit de la volonté. Et ça, cette histoire d'infestation, c'est assez catchy pour expliquer ça, parce que c'est sûr que si on est plusieurs à l'intérieur, alors oui, d'un coup, c'est très intuitif.
que, bah oui, à la fois je veuille et je ne veuille pas faire certaines choses. Et donc c'est assez heuristique pour expliquer les situations d'addiction. Voilà ce que vous aviez besoin de savoir pour le slide suivant et que j'avais oublié de vous dire. Donc ça va s'incarner notamment dans les groupes de parole, qui sont des espaces, comme je vous l'expliquais, d'interprétation de l'expérience rituelle des participants, mais qui sont aussi des espaces pédagogiques dans lesquels cette théorie étiologique et cosmologique va être transmise aux participants. Donc je vous propose ce soir là un cas ethnographique qui est donc une jeune fille que j'ai appelée Violaine, qui, quand elle vient à Takiwasi pour le séminaire, donc à 18 ans, vient pour des histoires de cannabis et de troubles alimentaires. Et ça, c'est donc un extrait de la post-ayahuasca après le premier rituel d'ayahuasca. Donc vous voyez qu'elle explique qu'elle se sentait mal, déprimée, triste, etc. Et puis Jacques lui demande, mais voilà, tu as ri, est-ce que tu sais pourquoi? Tu pleurais un moment, est-ce que tu sais pourquoi? Et non, elle ne sait pas pourquoi. Et alors elle dit, bon, c'est peut-être la plante qui jouait avec moi. Et dit, voilà, tout ça est très imprécis, ça n'est pas l'ayahuasca. Et il y a une présence négative, quelque chose agit à l'intérieur de toi, rien ne devrait se trouver dans ton corps qui ne t'appartient pas. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. Pourquoi tu ris, je ne sais pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe, il faut aller voir d'où ça vient, les épisodes de vie qui sont à l'origine de l'infestation. Donc vous voyez que là, le guérisseur postule la présence d'un être à l'intérieur de Violaine qui l'influencerait et part du fait qu'elle n'est pas à même de rendre compte du sens de ses propres actions, c'est-à-dire elle rit mais elle ne sait pas pourquoi, elle pleure, elle ne sait pas pourquoi. Il y a donc quelque chose en elle qui agit en elle malgré elle. Et alors ça, c'est pas sans conséquence, vous voyez, quand vous entendez ça le lendemain d'une session d'ayahuasca, sachant que vous allez sans doute reprendre l'ayahuasca le soir, puisque c'est un peu le jeu, hein, il y a ces allers-retours constants entre les rituels et les groupes de parole. Et donc, ça mène souvent à ce qu'on pourrait appeler une vérification rituelle. C'est-à-dire que, et là pareil, vous n'allez pas le dire, ça mène parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui participent à ces dispositifs sont vraiment des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des gens particulièrement naïfs, particulièrement crédules. Ce sont souvent des gens qui sont en difficulté dans leur vie, qui sont en recherche de sens, de solutions. Les clients des séminaires sont souvent des gens qui se butent à des problèmes de santé mentale ou de santé de manière générale, qui souvent ont essayé plusieurs dispositifs de soins, la psychanalyse, la psychiatrie, etc. Et qui restent dans ces difficultés. Et souvent, le fait d'aller en Amazonie s'inscrit dans une recherche thérapeutique, qui est aussi une recherche de sens et de soulagement des symptômes. Et si vous voulez, vous vous doutez bien que quand quelqu'un vous dit, vous arrivez en Amazonie, et puis vous arrivez aussi avec ces représentations plutôt, qui sont les représentations du tourisme chamanique, donc plutôt New Age, vous voyez, c'est pas le catholicisme et le tourisme chamanique sont pas exactement superposables. Évidemment que les personnes, quand on commence à leur parler de démons, la plupart sont un peu suspicieuses, qu'est-ce qu'ils me racontent? Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, les guérisseurs vont dire, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de me croire, mais par contre, tu peux regarde dans l'ayahuasca ce soir, tu pourras vérifier par toi-même. Et c'est très souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que les personnes vérifient, voient des démons, comme vous allez le voir, vivent des séquences de possession démoniaque, et voilà. Et c'est donc ce qui arrive à Violaine au rituel suivant. Donc ça, c'est l'extrait d'un entretien que j'ai fait après le second rituel d'ayahuasca, où d'ailleurs j'étais dans le rituel et c'était assez impressionnant cette scène, puisque comme elle vous décrit, il y avait des choses dans mon estomac qui bougeaient, qui faisaient des mouvements, c'était dérangé par l'ayahuasca, je me rendais compte que c'était lié à la dépression, c'était dans mon estomac, etc. Puis j'ai commencé à perdre le contrôle et à faire du bruit. Alors ça, c'est interdit dans le rituel d'ayahuasca de faire du bruit. Vous devez vous taire, et donc on vous dit d'abord chut. Et si vous continuez à faire du bruit, vraiment, les guérisseurs vont venir vers vous, et si vous êtes vraiment comme était Violaine ce soir-là, où moi j'étais à côté d'elle, vraiment à hurler, à faire des grands mouvements, à grogner, etc., là on va sortir la grosse artillerie, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour Violaine, c'est-à-dire que les guérisseurs sont venus, ont commencé à réciter des chants, des prières d'exorcisme, à lui jeter de l'eau bénite, etc. Donc j'ai commencé à perdre le contrôle de mon corps, à faire du bruit. Jacques est venu vers moi, il a mis ses mains sur ma tête, m'a soufflé de l'eau bénite, c'était très douloureux, je criais pas sur moi, même si je savais pas ce que c'était, puis j'ai vraiment perdu le contrôle de mon corps. C'est comme si c'était monté du ventre à la tête pour prendre le contrôle, j'étais chassé de mon corps, je pouvais rien faire, je me voyais de l'extérieur m'agiter. À un moment donné, je me suis vu avec une queue de démon et le visage de la fille de l'exorciste, vous savez, le film.
Parfois, je revenais dans mon corps, mais j'étais expulsé, j'essayais de revenir, etc. Je criais, je suis possédé, aidez-moi, mais on me renvoyait à nouveau. J'ai fini par vomir ce qui était dans mon estomac, et j'ai entendu l'ayahuasca me dire que maintenant, ma vie allait changer. Ça s'est calmé, ça a pris du temps. Donc, vous voyez que là, elle expérimente de manière très concrète et tangible la proposition qui lui a été faite la veille, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elle qui prend le contrôle d'elle, qui n'est pas elle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça, vous avez à peu près, je dirais, 1/10 des participants qui ont ces séquences qu'on pourrait appeler de possession motrice, qui sont sans doute liées aux propriétés dissociatives du breuvage hallucinogène, qui fait que vous pouvez avoir des pertes du contrôle moteur, des choses comme ça. Et vous avez à peu près 1/10 des participants qui ont ces expériences, qui sont donc traitées rituellement comme des expériences de possession. Comme vous voyez, on va venir faire des prières d'exorcisme, souffler de l'eau bénite. Et beaucoup de personnes vont aussi vérifier cette proposition de l'infestation sous d'autres formes. Vous avez par exemple, là je vous ai mis 2 autres exemples. Alors cette personne, j'ai appelé Adrien, qui découvre, donc voilà, il y avait des esprits qui sortaient, des visages que j'avais vus dans un morceau de bois en prenant des champignons. Alors lui, en fait, l'histoire, c'est qu'il avait pris des champignons en France quand il était plus jeune, et il avait vu des visages donc, dans un rondin de bois à ce moment-là, et là, il les revoit quand il prend l'ayahuasca, des années plus tard. Et là, il dit, voilà, à cette époque-là, je ne m'étais pas rendu compte que c'était vraiment entré, donc les visages, les êtres dont il avait vu le visage. Je m'étais même amusé parce que par les visages que je voyais dans le bois. Mais ensuite, c'est sorti pendant le rituel d'ayahuasca et j'ai réalisé que ça n'était pas bon. J'ai vu le même morceau de bois avec une tête dedans et j'ai compris que je l'avais attrapé en prenant les champignons. Je l'ai vu en vision et j'ai vomi de l'air, je soufflais, etc. On m'a dit aussi de ne pas faire n'importe quoi avec les plantes, c'est avec les serpents, l'ayahuasca et tous les esprits animaux qui sont passés qui m'ont appris ça. Donc vous voyez que là, et pareil, le second exemple, la plante m'a dit, tu sais, tous les trucs spirituels que tu as fait. Donc là, c'est un autre participant qui était versé dans les pratiques alchimiques, qui était dans des groupes ésotériques, qui étudiait l'ésotérisme, et donc il prend l'ayahuasca, et puis donc la plante lui dit, tu sais, tous les trucs spirituels que tu as fait, tu peux pas y aller comme ça, je vais te montrer tout ce que tu as accroché, que tu as apporté avec toi. Et là, j'ai vu des démons, des symboles sataniques, des choses comme ça. J'avais l'impression que c'était des choses qui étaient en moi. Donc vous voyez que les participants organisent leur expérience à l'aune de la proposition étiologique locale, qui est donc qu'ils sont habités par des êtres malveillants, habituellement invisibles. Et vous voyez que ça c'est assez frappant parce que les deux causes de l'infestation que pointent ces deux participants, donc l'un les pratiques ésotériques et l'autre la prise de champignons avec ses copains dans la forêt en France, c'est deux causes d'infestation qui sont explicitement décrites dans les groupes de parole post-ayahuasca. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un collage, il y a vraiment les discours en fait post-ayahuasca façonnent vraiment l'expérience. Et alors ça m'a beaucoup intéressé puisque c'était assez particulier cette histoire de possession. Vous savez que peut-être que classiquement en anthropologie, chamanisme et possession, ça se mélange pas. Il n'y a pas beaucoup, en Amazonie, dans les centres chamaniques de la région, c'était très singulier. Alors moi, quand j'étais là-bas, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Je demandais aux guérisseurs, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là Qu'est-ce qui se passe là le soir là Pourquoi les gens sont possédés Alors on me disait tu sais, c'est l'expérience de l'ayahuasca. Ça montre des choses qu'on n'est pas habitué à voir. Ça montre le monde spirituel. Et voilà. Sauf que quand je suis allé faire du terrain comparatif, comme font les bons anthropologues, c'est-à-dire qu'on va aller étudier des trucs qui ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes, donc je suis allé dans d'autres centres chamaniques de la région, je suis allé étudier aussi l'usage de l'ayahuasca chez des autochtones de la région, les lamistas, il n'y avait pas tout ça. Donc je me suis dit, mais c'est pas juste l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca plus takiwasi. Et donc à partir de là, le travail est d'essayer de comprendre comment le dispositif social proposé par takiwasi pouvait façonner l'expérience de l'ayahuasca des usagers, de manière à produire ces expériences culturelles stéréotypées qui étaient donc ces expériences de possession et d'infestation. Et donc j'ai exploré tout ça, et ce que j'ai appelé cette dynamique de socialisation des hallucinations. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que j'ai commencé du coup à demander aux gens, mais alors toi, est-ce que tu as vu des démons ? Oui, alors tout le monde me disait oui. Mais ce qui m'a frappé, comme vous voyez ici, c'est que les démons, c'est pas la même chose pour tout le monde. Vous avez ce premier exemple qui dit, les démons, c'était des entités qui avaient des sortes d'attributs animaux imbriqués les uns dans les autres, des trompes d'éléphants avec des tentacules. Le second, j'ai vu le diable, une vision qui est passée comme un éclair, le visage d'un vieil homme froissé sur un fond de flamme. Et le troisième,
Là, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a rien vu. Les démons sont arrivés, je voyais rien de précis, mais j'avais peur. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est les émotions. Donc, vous voyez qu'en fait, le contenu phénoménologique visuel associé à l'identification du démon, il varie selon les personnes. Vous voyez, ce sont 3 images très différentes, mais qui sont toutes les 3 identifiées comme des démons. Et par contre, ce qui est cohérent, ce qui est récurrent, sont les émotions. Donc, vous voyez, c'est très laid à regarder, il y a un sentiment, une répulsion. Deuxième, j'étais terrifié, c'était vraiment horrible. Troisième, je voyais rien de précis, mais j'avais peur. Et alors ça, c'est assez intéressant, puisque dans les groupes de parole, quand on demande aux gens d'écrire leur expérience, on va donner des critères de ce qu'ils appellent là-bas de discernement pour identifier la présence des démons. Et une des manières d'identifier la présence des démons, c'est les émotions. On vous dit par exemple, si tu reçois une information, donc tu entends des voix qui te disent des choses, si tu as peur, si ça suscite de la peur, c'est que ça ne vient pas du bon côté. Même si ça a une belle apparence. Il y a toute une constellation de signes somatiques, émotionnels, cognitifs, qui vont permettre d'identifier la présence des démons. Par exemple, il y avait un autre participant qui avait très froid dans le groupe pendant la session d'ayahuasca, et les guérisseurs lui disent « Ah mais tu sais, ce froid, il faisait pas froid hier en Amazonie, pourquoi tu avais froid c'est quand même bizarre, les autres n'avaient pas froid, t'avais pas froid avant, t'avais pas froid après, c'est quand même étrange. » Et ils ont dit, ce froid, c'est un froid spirituel, la présence des entités négatives suscite ce froid. Vous voyez bien que si vous entendez ça, soit c'est parce que c'est votre propre cas, soit c'est parce que vous êtes dans le groupe, comme là ce soir, puis qu'on va prendre tous ensemble l'ayahuasca ce soir, si vous commencez à avoir froid, ça va commencer à changer votre perception du froid. Vous allez dire, oula, j'ai froid. Wow, j'ai froid. Vous voyez, c'est pas juste être du froid, ça va devenir le signe, l'indice d'une présence d'une entité négative. Donc il y a des signes émotionnels aussi, comme la peur, le dégoût, et puis il y a certaines visions, toutes les visions de vermine, les visions noires, etc. Donc vous voyez qu'il y a des critères de discernement qui sont diffusés dans les groupes de parole. On va aussi susciter l'idée qu'il y a ces démons par les règles, les interactions rituelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se toucher, il ne faut pas se parler, parce que, et on nous dit avant, dans les petites conférences de présentation du rituel d'ayahuasca, avant de faire le premier rituel, et on dit oui, parce qu'il peut y avoir des choses négatives qui circulent, si vous touchez, que vous parlez, et puis on va mettre de l'eau bénite entre vous et du sel exorcisé entre vous quand on crée cet espace rituel, parce que donc, vous voyez, quand on crée l'espace de protection, qui est explicitement présenté comme un espace de protection, c'est donc qu'il faut bien se protéger de quelque chose. Donc il y a bien des choses malveillantes, négatives qui veulent entrer, à la fois dans l'espace rituel, et on va répéter les mêmes actions autour de votre corps. Donc il y a donc l'idée que ces choses sont dans votre corps pour tenter d'en sortir ou d'y entrer. Et donc l'idée, c'est que, vous l'avez compris, c'est que à la fois les groupes de parole, qui sont donc des suggestions explicites, et les interactions rituelles, qui sont des suggestions plus implicites, vont produire des effets de réflexivité. C'est-à-dire par exemple, ce froid, quand vous allez ressentir du froid, ça va plus juste être du froid, ça va changer comment vous allez le taguer, l'interpréter. Et ça va produire aussi des effets d'éducation et d'orientation de l'attention. C'est-à-dire que peut-être vous n'aurez pas vraiment fait gaffe au fait que vous aviez froid avant qu'on vous parle de cette histoire de froid et de démons. Mais là, si vous avez entendu cette histoire de froid et de démons le matin, si vous avez froid pendant le rituel, sans doute que vous allez y prêter attention. Et donc l'idée, c'est que les interactions sociales éduquent, orientent l'attention et vont modifier la manière dont on va catégoriser ces perceptions, qui vont plus juste être des perceptions ou des émotions, mais qui vont devenir les signes concrets et tangibles de la présence de ces entités. Donc ça, c'est un premier niveau de socialisation des hallucinations, mais il y a plus. Donc ça, ce sont des dessins de patients de Takiwasi, qui donc décrivent ce qu'ils voient dans une session d'ayahuasca. Donc vous reconnaissez, j'imagine, pas besoin de vous expliquer. Et vous voyez là encore, donc avec un témoignage, donc vous voyez que c'est très très typique de... c'est pour ça que je vous ai dit vous reconnaissez, parce que vous voyez que c'est très typique de ce qu'on s'imagine dans l'iconographie populaire de nos cultures, ce que c'est que les démons. Puis là, voilà, c'est vraiment la lutte du bien contre le mal. Et ce qu'on observe, c'est donc qu'avec le temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces expériences de démons, le fait de les voir ou de se sentir possédé, plus on participe au dispositif, plus la fréquence de ces expériences augmente. Et plus la probabilité de les avoir augmente.
Donc moi, quand j'ai observé ça, je me suis dit, ah ouais, là, il y a quand même un truc comme un apprentissage social. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on participe et plus on reste longtemps, plus le contenu phénoménologique des visions va être influencé par ces éléments-là. C'est-à-dire que plus les gens voient des démons. Donc ça suggère que ces interactions sociales, elles façonnent non seulement la relation qu'on entretient à l'expérience psychédélique et notre manière de l'interpréter, mais ça façonne aussi son contenu phénoménologique. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé le deuxième niveau de socialisation des hallucinations. Et j'ai essayé de comprendre ça, notamment à partir des modèles bayésiens de la perception. Vous savez, il y a ce truc un peu commun qu'on a tous déjà vécu, ce qu'on appelle les pareidolies, quand on voit des visages dans les nuages, dans les environnements perceptifs un peu confus, on va voir des formes qu'on connaît déjà, notamment des visages, etc. Ça, c'est un bon exemple de comment nos attentes façonnent la perception, surtout en contexte de perception ambiguë. Et les modèles contemporains de la perception, qu'on appelle les modèles bayésiens, postulent que voilà, la perception, c'est pas un truc passif. Il n'y a pas des objets dans le monde, et puis notre cerveau serait une sorte de récepteur passif qui, voilà, il y a un verre qui est là, et puis je le vois parce qu'il est là. L'idée, c'est plutôt que la perception sera une sorte de pari prédictif, basé sur nos expériences passées, nos attentes, nos savoirs, et qu'en fait, on est tout le temps en train, sur un mode un peu computationnel, on est tout le temps en train de faire des paris pour voir ce qu'on doit voir. Par exemple, vous voyez, quand on entre dans une pièce sombre et puis qu'on voit un chapeau et un posé en haut d'un porte-manteau et un manteau, si on arrive dans la pièce dans le noir, on va d'abord voir quelqu'un, puis au bout de 2-3 secondes, on se dit « Ah mais non, c'est pas quelqu'un, c'est un chapeau et un manteau sur un porte-manteau ». Vous voyez, ça c'est un bon exemple de comment en fait on est tout le temps en train d'updater nos perceptions. Et alors ça pose donc l'idée des modèles bayésiens de la perception, c'est que simplement voilà, on fait des paris prédictifs et aussi sur la base de nos savoirs. Et donc, ça pose la question du poids de nos savoirs acquis, de nos croyances, de nos expériences passées dans la perception. Alors ça, c'est tous les débats qu'on appelle sur la pénétrabilité cognitive de la perception, c'est-à-dire dans quelle mesure nos savoirs, etc., influencent le contenu de notre perception. Alors les débats en cours suggèrent plutôt que pour les perceptions ordinaires, il y a peu de pénétrabilité cognitive. C'est-à-dire que la culture, nos croyances, nos expériences passées, elles ne façonnent pas tant que ça les qualia de ce qu'on perçoit, vous voyez, les couleurs, les formes, etc. Mais ça influence par contre beaucoup notre manière d'organiser nos perceptions. Par exemple, si vous allez avec des autochtones d'Amazonie dans la forêt pour chasser, ce qui m'est déjà arrivé, c'est flagrant qu'on ne voit pas la même chose. C'est-à-dire qu'eux voient tout un tas de... Moi, je suis dans la forêt, voilà, j'entends des bruits d'oiseaux, il y a des arbres, voilà, c'est très très pauvre. Et eux, ils entendent tel oiseau et ils savent que tel oiseau, quand il y a tel oiseau, ça veut dire qu'il y a tel autre oiseau qui est pas loin. Et ça veut dire qu'en fait, il y a telle espèce qui chasse, qui est pas loin. Et ils lisent des traces et ils connaissent les relations entre les espèces, donc ils savent que s'il y a telle espèce... Et c'est un peu la même chose que si on emmène un chipibo, vous voyez, qui n'est jamais sorti de la forêt, dans un supermarché à Paris, il va sans doute pas voir les mêmes choses que nous. Parce que nous, on est habitués à catégoriser nos perceptions, à organiser nos perceptions d'une certaine manière, du fait qu'on a l'habitude d'aller dans un supermarché, on voit les codes barres, on distingue bien les objets, etc. Donc ça, pour les perceptions ordinaires, sans doute que c'est simplement notre manière de catégoriser les perceptions qui est influencée par la culture. Le pari que j'ai fait dans mon travail, c'est que, par contre, pour les perceptions hallucinatoires, et donc les expériences hallucinogènes, l'hypothèse de la pénétrabilité cognitive de la perception peut être défendue de manière beaucoup plus maximale. C'est-à-dire que dans l'expérience hallucinogène, le contenu même de notre perception serait très fortement influencé par nos attentes, par la culture, par nos croyances, etc. Et donc, finalement, l'expérience hallucinogène, ce qu'on voit, serait le fait d'une perturbation de la relation entre les prédictions qu'on fait, nos attentes et l'environnement perceptif. Vous me suivez à peu près ? Ok. Et donc vous voyez que là, les psychédéliques deviennent des outils de transmission culturelle super puissants, parce que vous allez voir littéralement ce que vous vous attendez à voir. Et d'un coup, on comprend pourquoi les jivaros, eux, voient les fantômes des ancêtres qu'ils doivent voir dans les pratiques initiatiques des jivaros. Pourquoi un occidental californien qui prend les psychédéliques, lui, il va vivre une dissolution de l'ego. Pourquoi Takiwasi, on va être possédé.
C'est qu'en fait, on va voir ce qu'on s'attend à voir. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, d'un point de vue thérapeutique, cette transmission culturelle va avoir des effets très importants. Notamment parce qu'elle va permettre de comprendre d'autres choses sur soi et qu'on va établir progressivement un parallélisme entre l'expérience rituelle et l'expérience quotidienne. Donc vous voyez, pour rester sur le cas de Violaine, alors là c'est quand elle raconte dans le groupe de parole l'expérience de possession que je vous ai présentée plus tôt. C'était un cauchemar, je ne savais plus comment je m'appelais, j'étais possédée, donc vous voyez là elle le dit carrément, comme si j'étais dominé par des forces maléfiques, j'étais expulsé, etc. Et Jacques demande donc, as-tu pu faire des liens entre ton présent et ton histoire personnelle? Il y a tout un cheminement à suivre, comprendre comment ça fonctionne. Dans ta vie quotidienne, c'est la même chose que dans la séance d'ayahuasca, sauf qu'il n'y a pas la conscience. Il y a des choses que tu fais dans ta vie parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Ce sont les choses qui dominent de temps en temps, qui prennent le dessus sur ta volonté, qui t'amènent à prendre des drogues, à avoir des épisodes de boulimie, ce genre de choses que tu ne peux pas contrôler. Donc vous voyez que là, le guérisseur propose un parallélisme entre la perte de contrôle moteur qui a lieu dans le rituel d'ayahuasca, le fait qu'elle bouge comme ça sans pouvoir le contrôler, et les situations dans sa vie quotidienne où elle n'a pas le contrôle sur certains comportements. Tous les comportements compulsifs, par exemple la boulimie ou la prise de drogue. Et là, Violaine répond, c'est vrai, ça m'était déjà venu à l'esprit avec la boulimie, que je ne comprenais pas. C'est comme si je faisais des choses que je ne voulais pas faire. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi, il faut que je me libère de quelque chose. Il y a les psys qui t'expliquent que papa, maman, d'accord, mais je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me dominait. Vous voyez que d'un coup, ce postulat de la présence d'agents maléfiques à l'intérieur de soi a un pouvoir heuristique, c'est-à-dire permet d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Et donc là, vous voyez que ça devient très catchy pour les participants. Parce que, comme vous savez peut-être, il y a beaucoup de travaux d'anthropologie médicale là-dessus, sur le fait que la biomédecine explique très bien le comment, mais n'explique pas très bien le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers la psychothérapie ou les médecines traditionnelles. Et là, voilà, on a une explication du pourquoi. Pourquoi il y avait cette boulimie. Ce mystère de « je fais ces choses que je ne veux pas faire ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, vous voyez, vous avez Violaine, elle rentre dans le truc de l'infestation, ça lui apprend des choses, elle se dit possédée, ça lui permet de comprendre des choses qu'elle ne comprenait pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une dimension pédagogique de ces expériences de grande possession qui, encore une fois, ne touchent pas du tout une majorité des participants, je vous dis c'est à peu près un dixième. Mais par contre, la plupart des participants des séminaires, la majorité, repartent en France ou ailleurs avec l'idée qu'ils sont eux aussi habités par ces forces malveillantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension pédagogique de ces expériences. Tout ça, c'est dit en public, hein. C'est-à-dire que c'est dit devant tout le groupe, tout le monde entend. Et donc ça produit son petit effet. Comme vous voyez ici, là quelqu'un qui parle de la situation de Violaine, un truc bizarre s'est produit assez hallucinant, il y avait une fille qui avait une possession, elle m'en a parlé, hein, et j'ai pensé, je veux voir le démon aussi moi, de le faire sortir. Je voulais demander à la session d'ayahuasca de me montrer, et en fait juste avant de prendre mon bain dans la rivière, pour me nettoyer avant de partir, j'y ai pensé. À ce moment-là il pleuvait, et il y a une énorme branche qui est tombée à mes pieds, elle avait une forme de corne, comme un démon. Ça m'a tout de suite calmé. Donc vous voyez que là, encore une fois, éducation de l'attention, modification des procédures de catégorisation des perceptions. Sans doute que s'il n'y avait pas eu tous ces discours autour, et ces expériences autour des démons, il aurait juste vu une branche tomber, il n'aurait peut-être même pas fait attention. Et là, il repère que ça a une forme de corne, et il fait du lien, etc. Et ou simplement, des éléments réflexifs qui vont venir aux participants par rapport aux propres choses qu'ils ne peuvent pas contrôler dans leur vie. Vous savez que ce deuxième exemple. Après tout ça, j'ai réfléchi et je pense que moi aussi, j'ai quelque chose comme une infestation. Je me suis rendu compte que j'ai été happé par le porno depuis que je suis tout jeune. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter, mais je ne pouvais pas, je me sentais coupable. Je me rends compte que quelque chose ne va pas, je réalise qu'il y a quelque chose de mal parce que je n'aime pas ça, ça me dégoûte, mais j'y reviens toujours. Vous voyez que là aussi, on va s'approprier ce schème de l'infestation parce que ça devient heuristique. Oui, d'un coup, je comprends pourquoi je fais ce truc que je ne veux pas faire. Alors, donc vous voyez là, pour vous donner un petit peu la dynamique de tout ça, vous avez une théorie étiologique et cosmologique que je vous ai présentée. Vous avez la suggestibilité. On sait qu'il y a quand même pas mal de travaux qui ont montré que les psychédéliques augmentaient la suggestibilité, qui fait que vous allez être d'autant plus susceptible d'être sensible
aux explications de personnes qui sont perçues comme des autorités épistémiques, okay, et que cette rencontre va faire que vous allez intégrer la théorie théologique et cosmologique locale, ce qui va vous permettre des reconstructions narratives. Ah oui, bah c'est vrai que je me rends compte que moi aussi, en fait, j'ai ces choses-là dans ma vie, et la boulimie ou le porno, et en fait, oui, moi aussi j'ai des démons. Et reconfiguration identitaire, c'est-à-dire que des personnes qui arrivent avec une théorie de l'esprit très occidentale, c'est-à-dire je égale je suis une seule personne, voilà, ouais, ce truc dans lequel on baigne tous, là, qui est quand même un peu culturel, et en fait, ils ressortent avec une conception du sujet beaucoup plus plurielle et perméable, c'est-à-dire que les gens ressortent de Takiwasi avec l'idée que ils sont plusieurs à l'intérieur, et que il y a moi, mais il y a aussi des démons, et puis il y a des choses, en fait, il y a des pensées, des émotions, des actions, des intentions. Je pensais que c'était moi, mais en fait c'est pas moi, c'est des démons. Puis il y a aussi des bonnes choses, parce que là je dois un peu raccourcir, donc je vous fais pas toute l'histoire de la lutte spirituelle, mais évidemment vous avez compris que on laisse pas les gens non plus avec l'histoire de démons, et qu'après l'idée c'est qu'ils puissent lutter contre les démons, les expulser, en contractant des relations d'alliance avec des entités, elles aussi habituellement invisibles, qui vont avoir des intentions, elles, purificatrices, protectrices, pédagogiques, qui vont aider à expulser les démons. Et donc ça va être évidemment les esprits des plantes, l'ayahuasca, mais pas seulement. Ça va être la Vierge, le Christ, Saint-Michel, etc. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de conversions, de reconversions au catholicisme à Takiwasi. Alors, ça nous amène. Donc vous voyez que c'est quand même un peu massif, ça, c'est pas rien. Il y a quand même une transmission très rapide d'un cadre, d'une théorie étiologique, d'une vision du monde, qui se fait quand même, encore une fois, là ce que je vous ai présenté, c'est des dispositifs de 2 semaines. C'est-à-dire que les gens switchent comme ça en 2 semaines. Donc ça pose quand même quelques questions. Et alors je vous avoue que ça a fait un peu paniquer les gouvernements français, qui a interdit l'ayahuasca, voilà, en 2005, notamment en lien avec des affaires qui étaient liées à Takiwasi. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement français, ça c'est assez exceptionnel dans le panorama mondial, a interdit l'ayahuasca non pas pour des raisons de santé publique, puisque d'ailleurs ça aurait été difficilement défendable, puisque comme vous le savez, c'est ni toxique ni addictif, etc. Mais avec l'idée que c'était des substances qui auraient pu être utilisées comme des outils de manipulation mentale par des groupes sectaires. Donc vous savez que la question des sectes en France, c'est un truc très culture nationale. On a même la Mivilude, là dont vous voyez le rapport ici, donc qui dénonce toutes ces pratiques de tourisme chamanique, qui est une agence qui travaille auprès du Premier ministre et qui a pour mission de surveiller les sectes, etc. Donc c'est très lié à l'histoire laïque de la France, c'est un peu particulier. Et donc ça fait revenir un petit peu la thématique du brainwashing, qui a toute une histoire. Moi, si ça vous intéresse, j'ai publié un article là-dessus récemment. Une notion de brainwashing qui avait d'abord été pensée dans le cadre de la guerre froide, avec cette idée que l'armée chinoise avait la capacité de retourner des soldats américains pour les faire devenir pro-communistes, etc. Et qui s'est ensuite appliquée aux nouveaux mouvements religieux, notamment dans le cadre de la contre-culture, et qui a servi en fait à stigmatiser le mouvement hippie. Le concept de brainwashing n'a aucune valeur scientifique et a été quand même très très critiqué, et pour de très bonnes raisons. Mais il est revenu en Europe parce que, comme vous savez, il y a eu des choses qui se sont passées, l'ordre du Temple solaire, etc., qui a un peu ému l'opinion publique. Et en Europe, on a plusieurs pays qui ont développé donc, des associations, des groupes gouvernementaux qui visent à lutter contre les sectes, en Belgique, en France notamment. Et donc l'usage des psychédéliques a notamment été approché par le gouvernement français depuis ce modèle de la manipulation mentale, de la secte, etc., depuis cet imaginaire-là. Alors, donc si vous voulez en savoir plus, c'est de l'article dont je parlais, là où je reprends toute cette histoire de la manipulation mentale, et où j'essaie de comprendre en quoi les psychédéliques peuvent être des outils de persuasion et transmission culturelle, mais en quoi ce ne sont pas des outils de brainwashing. Et voilà. En tout cas, ce qu'on observe ici, à partir de ce cas d'étude que je vous ai proposé ce soir, c'est que les psychédéliques, ce que j'ai proposé récemment dans un article, peuvent être approchés comme des super placebo-actifs, c'est-à-dire des substances qui amplifient tous les facteurs contextuels, et qui vont notamment amplifier la suggestibilité, et qui vont faire que les paroles, les interactions rituelles, etc.,
tous ces facteurs contextuels, ça on le sait, ce qu'on appelle le set and setting, sont très fortement amplifiés et que c'est d'ailleurs sans doute là un des ressorts de leur efficacité thérapeutique. Alors vous savez qu'il y a toute une narration qui a été développée notamment par Robin Carhart-Harris de Imperial College sur l'idée que l'efficacité des psychédéliques reposerait sur le relâchement des priors et qu'on a notre autoroute mentale et puis en fait quand on prend des psychédéliques en fait ça nous remet du chaos et puis qu'on peut du coup relâcher des choses, penser autrement, etc. Alors ça c'est sans doute vrai en grande partie, c'est très intéressant, mais je trouve que les limites de ce modèle-là, c'est que ça oblitère complètement ce que je vous ai présenté ce soir, qui est le fait que les psychédéliques soutiennent aussi beaucoup des processus de construction de sens avec des dynamiques de cristallisation, de croyances, de vision du monde, de valeurs, et que souvent en fait ça va venir mettre un peu de chaos, mais pour derrière installer des nouvelles certitudes. Toutefois, pour revenir sur cette question, pour boucler un peu cette histoire de Takiwasi, et moi ce que j'observe, parce que je fais du suivi longitudinal avec les usagers de Takiwasi depuis maintenant une dizaine d'années, en fait c'est très ambigu, puisque finalement il y a beaucoup de doutes là-dedans, et d'ailleurs en fait c'est souvent parce que les gens doutent qu'ils veulent vérifier, et donc ils finissent par être convaincus. Ah ben oui, moi il me dit que j'ai des démons, j'y crois pas. Et donc moi tant que je ne l'ai pas vu par moi-même, j'y crois pas, donc forcément il cherche à le voir, et donc il y a un moment il le voit, avec le modèle des attentes qui façonne la perception. Et donc c'est paradoxalement parce que ça c'est intéressant, c'est que les clients d'Akiwasi sont un peu des sujets modernes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas être des croyants. Donc ils sont une épistémologie réaliste où ils veulent vérifier avec un peu la culture scientifique. Voilà, quand on veut vérifier, quand on est pris dans ce genre de dispositif, oui, on finit par vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que la durée de ces croyances-là, de l'intégration de cette vision du monde, de cette théorie théologique et cosmologique, c'est très variable selon les individus. Certaines personnes, 10 ans après, ils sont encore là-dedans. Et par exemple, Violaine, avec qui je suis encore aujourd'hui en relation, elle est plus du tout dans ce truc de démon. Elle dit je ne sais pas pourquoi j'ai cru ça à l'époque, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre des interactions sociales qui suivent. Et donc ça rappelle donc que même si les psychédéliques sont de très puissants vecteurs de transmission culturelle, les institutions sociales restent indispensables pour consolider ces croyances et ces valeurs. En tout cas, tout ça pose des questions éthiques d'importance que je voulais donc soumettre à votre réflexion et au débat ce soir. Puisque si on prend les propriétés remarquables des psychédéliques qu'on a pu voir ce soir ensemble, on voit qu'il y a quand même quelques questions éthiques un peu saillantes qui commencent à pop-up. Donc vous savez d'abord que les psychédéliques augmentent la suggestibilité. C'est quelque chose qui a été observé très tôt, qui a été récemment confirmé par des études expérimentales. À côté de ça, on sait que les facteurs extra-pharmacologiques façonnent beaucoup l'expérience, ce qu'on appelle le set and setting. Donc le contexte, les gens avec qui vous le prenez, etc., va avoir une grande influence sur votre expérience. Et à côté de ça, on sait aussi que les psychédéliques ont des propriétés noétiques très singulières. C'est-à-dire que souvent, dans l'expérience psychédélique, on va vivre cette expérience comme une révélation. L'acquisition d'un savoir, de connaissances non médiatisées, comme une sorte de révélation directe, qui n'a pas vraiment besoin d'être vérifiée de l'extérieur. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà pris des psychédéliques dans la salle, sans doute vous avez déjà eu ces expériences où vous ne pouvez pas trop expliquer pourquoi ni comment, mais ça vous a vraiment convaincu d'un truc, par exemple que les arbres étaient vivants, ou je sais pas, ou que l'univers finalement est fondamentalement bienveillant, ou que, voilà. Et vous ne pouvez pas trop expliquer pourquoi, mais vous en êtes sûr, parce qu'il y a un moment, dans l'expérience, c'est venu comme une évidence. Vous voyez que si on articule tout ça ensemble, ça pose pas mal de questions. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir dans l'expérience psychédélique ce sentiment d'évidence et d'accès à une révélation non médiatisée. Vous avez l'impression que ce savoir vient comme ça, tombe du ciel un petit peu, est là, et est autosuffisant. Or, ce qui se passe, et comme j'essaie de vous le montrer ce soir, c'est qu'en fait, votre expérience, elle est extrêmement façonnée par le contexte dans lequel vous le prenez, du fait de la suggestibilité, du poids du set and setting. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir en fait des expériences qui sont très fortement influencées par le contexte dans lequel vous prenez les psychédéliques, mais vous allez quand même vivre votre expérience comme si c'était une révélation non médiatisée. Comme si ça n'avait rien à voir avec le contexte. Parce que vous, les démons, comme me disaient beaucoup de participants, moi, tu sais, les démons, j'y croyais pas, je ne sais pas si j'y crois, mais ce qui est sûr, c'est que je les ai vus. Et ça change tout. Donc, ça pose quand même pas mal de questions éthiques sur
la dynamique de transmission culturelle qui se passe, la question du consentement à cette dynamique de transmission culturelle. Et ça vient quand même toucher là les questions contemporaines qui sont liées à l'usage thérapeutique des psychédéliques, et même plus large des psychédéliques dans la société occidentale, puisque comme vous savez, après une longue période de prohibition, les recherches cliniques redémarrent, et on voit aujourd'hui, grâce au militantisme des sociétés psychédéliques, des usagers, des chercheurs, les statuts juridiques des psychédéliques se modifier doucement. On voit des États aux États-Unis, des villes qui modifient le statut juridique. Et vu que les États-Unis sont à l'origine de la prohibition des psychédéliques, on peut parier sans trop de risque que ça va entamer une dynamique mondiale où, dans la prochaine décennie, sans doute que le statut légal des psychédéliques va changer. Sauf que la période de prohibition fait que les psychédéliques sont restés des impensés dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre éthique, légal, juridique, qui encadre en fait l'usage des psychédéliques. Qui peut les prendre, qui peut les donner, quels doivent être les cadres éthiques qui régulent l'administration des psychédéliques. Et vous voyez que quand même les propriétés remarquables des psychédéliques posent quand même pas mal de questions spécifiques que ne posent pas toutes les autres molécules qui sont utilisées en psychiatrie. Et donc on est à une période où il me semble que ça va être vraiment très important de penser à ces cadres éthiques qui doivent encadrer, réguler l'usage des psychédéliques. Voilà un peu l'idée que je voulais lancer à la discussion. Et je vous remercie de votre attention. Je m'excuse, j'ai un peu débordé. Merci de votre attention. Test. Ok. Alors déjà merci beaucoup à David pour cette présentation. Du coup on va avoir 20 minutes environ de questions. Ensuite on va vous inviter, si vous souhaitez, à prendre un apéro dehors, qui sera dans le hall de l'UMAC, on a préparé l'apéro. Merci de votre présentation. La question que je me pose, c'est dans un processus thérapeutique, la personne qui est en thérapie va aussi intérioriser ou prendre la suggestion du thérapeute. Donc, à ce moment-là, quelle est la différence? Puisqu'il n'y a rien, un transfert ou une appropriation de la culture. Donc, quelle est la différence? Et, je veux dire, si c'est thérapeutique, qu'apporte le message? Bien sûr. Ouais, ça, c'est un point très important. C'est vrai que la psychothérapie, quelque part, il me semble que c'est toujours une proposition de changer de monde. Vous faites une psychanalyse, par exemple, effectivement, il y a une autre théorie, le complexe d'Oedipe, qui est pas beaucoup plus étayé empiriquement que l'histoire d'infestation. Et voilà, on fait entrer dans un univers dans lequel vous allez penser toute l'origine de vos troubles à partir de cette histoire oedipienne. Et ça va permettre, vous allez produire de nouvelles narrations qui vont vous permettre de produire une nouvelle configuration identitaire. Et puis, dans ce mouvement-là, il y a peut-être de la résolution de symptômes, en tout cas du mouvement de symptômes. Effectivement, j'ai l'impression que toute proposition de psychothérapie en fait, propose de changer de monde. Après, il y a la question quand même du consentement, c'est-à-dire à quel point on est conscient que ça arrive ou pas, à quel point c'est ce qu'on est venu chercher. Et il y a quand même des choses un peu singulières dans les psychédéliques, puisque pour revenir sur la question des propriétés noétiques dont je parlais juste à la fin, alors ça pose question par rapport aux démons, mais ça pose aussi question par exemple par rapport à d'autres choses qui arrivent très souvent quand on prend des psychédéliques. Vous avez par exemple un souvenir d'inceste ou de viol. Beaucoup de gens ont ça. Et avec souvent ce sentiment de révélation, que c'est arrivé, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous faites de ça? Parce que c'est un peu les mêmes questions qui sont posées à Freud quand il pratiquait l'hypnose. Dans quelle mesure c'est une projection psychologique? Dans quelle mesure c'est vraiment la remémoration d'un événement traumatique refoulé? C'est très difficile à discerner, si vous n'avez pas d'éléments externes pour le vérifier. Donc nous, ce qu'on a développé là dans l'article qu'on a écrit avec Chris Timmerman et Rosalind Watts là-dessus, c'est effectivement d'adopter ce qu'on a appelé gentle touch, donc une sorte d'inviter les usagers à une sorte de souplesse, de flexibilité,
par rapport au statut ontologique qu'ils accordaient aux expériences qu'ils avaient vécues. C'est-à-dire, oui, j'ai vu un démon, ou j'ai vu Dieu, ou j'ai vu mon père qui est en train de me violer. Peut-être que ça prouve que Dieu existe vraiment, peut-être que mon père m'a vraiment violé, peut-être que c'est une projection psychologique. Et vous voyez, d'apprendre à se déplacer avec flexibilité entre ces différentes interprétations-là, parce que le risque, c'est quand même un moment, la cristallisation sur des choses qui peuvent devenir enfermantes. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'un bon psychothérapeute fait ça, de toute façon. Vous voyez, l'hypnose pose les mêmes questions. Hein. En fait, moi je connais un petit peu l'hypnose aussi. Alors voilà, c'est déjà des questions éthiques qui se posent avec l'hypnose, la suggestibilité, le degré de réalité des expériences qu'on vit, etc. Donc, oui, c'est effectivement une question que tout bon psychothérapeute devrait se poser, oui. Mais disons que j'ai l'impression que les psychédéliques majorent ce risque qui est inhérent à tout travail de psychothérapie. Du fait des propriétés spécifiques des psychédéliques, cet sentiment de réalité très puissant qu'on vit dans l'expérience. Vous n'êtes pas convaincu. On en reparlera. Oui. Merci David, très belle présentation. Merci. La question qui me vient, puisqu'il parlait de contexte, est-ce que dans votre expérience, vous posez un critère qui donne une espèce de sens, de direction par rapport au contexte, puisque il me semble bien que s'il y a un contexte, il y a toujours un contexte. Oui. Donc, par exemple, comme dans Acte, un contextualisme fonctionnel, c'est-à-dire toute expérience se présente dans un contexte. Et après, est-ce qu'il y a un critère, comme par exemple dans Acte, on parle beaucoup de workability. Donc, est-ce qu'il y a un critère qui fait que, bah oui, ça m'aide, par exemple, à, on va dire, à améliorer mon bien-être. Oui. Puisque, effectivement, si je suis un nazi, je me retrouve dans un contexte de nazisme, si je prends après des psychédéliques, ça me rend un néo-nazi. Oui. Si mon critère est que je voudrais être un néo-nazi, c'est que ça marche pour moi. Oui. Et bon, ça, c'est un exemple, hein, que je choisis pour moi. Oui, oui. Mais est-ce que vous, dans votre travail d'observation de ces rituels, des gens qui passent à travers ces rituels, est-ce que vous avez pu observer un critère de ce genre qui pourrait à ce moment-là rendre fonctionnel, quel que soit le contexte, ce travail-là, avec un critère de... Je pense que ce serait difficile de trouver un critère universel, puisque, comme vous le soulignez, en fait, la demande va être propre à chaque sujet. Donc c'est comme entrer en psychothérapie, vous voyez, commencer une psychanalyse. Bon, c'est compliqué. Si on me disait c'est quoi le but d'une psychanalyse, c'est difficile à dire de manière générale. En fait, ça va être vraiment propre à chaque sujet, etc. Après, une recherche qui est commune à toutes les personnes qui se rendent là-bas, c'est quand même souvent des personnes qui sont en crise de sens. Et que ce soit par rapport à leur vie personnelle ou plus largement leur place dans la société. Et je dirais que les gens repartent contents. C'est un peu ça, peut-être, quand ils ont l'impression qu'il y a eu un gain de sens, un gain de signification. Que ce soit pour l'histoire de la boulimie, j'avais des crises de boulimie, je ne pouvais pas l'expliquer. Et puis maintenant, ça y est, je sais pourquoi. D'ailleurs, ça c'est intéressant, beaucoup de gens disent qu'ils étaient guéris. Et en fait, quand moi je dis c'est quoi guéri, etc., en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas forcément la réduction ou la suppression des symptômes. Donc là, moi, ça m'a un peu troublé. Je dis bon, mais alors c'est quoi la guérison? Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, des gens se sentent guéris quand ils peuvent dire qu'ils sont guéris parfois, quand tout simplement ils comprennent ce qui leur arrive. Par exemple, la boulimie, j'étais boulimique, je comprends maintenant qu'est-ce qui se passe. Et où ils vont avoir des actions compensatoires qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre. Parce que, par exemple, Violaine, elle repart avec tout un tas de trucs maintenant qu'elle peut faire. Elle sait que quand elle a la crise de boulimie, elle peut prier la Vierge, elle peut, je sais pas, utiliser de la fumée de tabac, se souffler du tabac sur le corps, etc. Ça, c'est déjà beaucoup, en fait. Quand on comprend ce qui nous arrive et qu'on a des trucs qu'on peut faire
quand ça surgit, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Bah oui, ça avait rentré un critère de bien-être et de mal-être. C'est-à-dire que j'arrive là-bas parce que je me sens un mal-être, Ouais. et je vais aller vers un but qui est le bien-être. Ouais. Et donc, même si je trouve que, par exemple, une douleur chronique, si l'ayahuasca m'explique pourquoi j'ai des douleurs chroniques, même si les douleurs chroniques restent présentes, bah, je peux peut-être vivre mieux. Voilà, je peux avoir c'est ça. une qualité de vie C'est ça. à cause de ça. Donc, Exactement. il y a un critère Voilà, oui. qui rend ça travaillable en quelque sorte. En tout cas, c'est le critère qui me semble être retenu par la plupart des participants. Ouais. Je ne sais pas si ce sera mon critère. Moi, je n'ai pas de critère en particulier à titre personnel, puisque ce n'est pas des pratiques sur lesquelles j'exerce des jugements, c'est plus des choses que j'essaie d'étudier et de décrire. Mais ouais, je crois que ce serait ça le critère de la plupart des participants. Un mieux-être qui passe notamment par un gain de sens. Une dernière question. Est-ce que vous avez jamais vu des contextes où on allait vers quelque chose de mauvais ou de... Bah ça, oui, mais c'est qu'en fait, c'est vrai que la question est un peu difficile à répondre, puisque en fait, les critères vont beaucoup dépendre du sujet et du contexte culturel. Vous avez par exemple des contextes chamaniques en Amazonie. Au contraire, on va prendre l'ayahuasca pour souffrir, pour avoir peur, pour en fait s'endurcir à la peur. C'est un peu comme un espèce d'entraînement en réalité virtuelle. Vous entraînez à avoir peur et à dominer votre peur. Comme ça, dans les situations de chasse ou de guerre, quand vous avez vraiment peur, vous savez déjà manager votre peur. Donc vous voyez, il y a plein de contextes qui sont liés à des attentes, qui sont déterminés socialement, etc. Oui. Je voulais vous remercier pour cette très intéressante présentation. Merci. Dernièrement, j'ai commencé à entamer une discussion avec une théoricienne parce que j'ai réalisé qu'il y avait juste plusieurs différents codes of ethics. Il y a du Sona, il y a MAPS, il y a l'ACEP, mais on s'était dit que peut-être il faudrait faire un review article en les prenant tous. Parce que really this work, c'est pas assez de prendre par exemple le code éthique de la FMH qui gère la commission médicale et l'appliquer au travail psychédélique. This is a domain of enhanced consent. Exactement, c'est pas la même chose quand je dis, ok, vous allez prendre, je vais vous prescrire la sertraline va vous donner mal à la tête, vous allez avoir la nausée, si je vais vous donner une psychédélique et ça va modifier votre personnalité, it's not the same thing. Ah oui. Donc, je ne sais pas si éventuellement vous avez un conseil à nous donner, parce que voilà, on commence un peu de réfléchir comment faire un review article là-dessus. Ah bah c'est super intéressant. C'est un article qui demande à exister, ouais. Donc ouais, c'est très bonne idée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui domine, en tout cas dans les sociétés occidentales, c'est effectivement de calquer les codes éthiques de la médecine, quoi. Et effectivement, comme vous le pointez, c'est sans doute pas suffisant parce que c'est des substances qui ont des propriétés très singulières, qui sont très différentes des autres substances qui sont utilisées en psychiatrie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ne se satisfont pas du tout de la dynamique contemporaine de médicalisation des psychédéliques. Tous les groupes religieux qui utilisent des psychédéliques, eux, ils n'ont pas du tout envie qu'on dise « Ah bah maintenant, le code éthique, c'est que seuls les médecins ont le droit de donner les psychédéliques. » Et ben voilà. Oui, mais alors donc ça c'est intéressant parce que sans doute que les codes éthiques des grandes religions transnationales brésiliennes qui utilisent l'ayahuasca sont sans doute pas les mêmes que le code médical. Et ça c'est des tensions épistémologiques, éthiques et politiques qui sont très intéressantes à observer autour justement des requalifications contemporaines du statut juridique des psychédéliques. Puisque disons que le truc mainstream c'est de dire en fait ça va s'intégrer à la médecine. Seuls les médecins auront le droit de le donner et les psychologues sur prescription médicale, et puis on arrête la discussion là. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de groupes, notamment les groupes religieux, qui font du lobby très fort pour que ce soit pas ça. Et qu'il y ait une autorisation pour les groupes religieux. Alors, du coup, les groupes religieux, ça pose d'autres questions. Est-ce qu'on demande aux groupes religieux d'avoir une éthique inspirée de l'éthique médicale ?
Si c'est pas le cas, est-ce qu'on laisse les groupes religieux pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent avec ces substances-là? Ça pose aussi des questions. Donc, ouais, moi, j'ai pas de réponse, justement. J'étais curieux d'entendre vos retours là-dessus, parce que c'est des choses qui m'obsèdent un peu en ce moment. C'est des questions qui trottent dans mon esprit. Et c'est vrai que déjà, faire un review paper sur ce qui est en ce moment ongoing sur des codes éthiques, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Quand vous l'aurez fait, n'hésitez pas à me l'envoyer quand je le lirai avec attention. Mais c'est vrai que notamment, il va y avoir des frictions entre les groupes religieux, les défenseurs de la médicalisation. Puis vous avez aussi d'autres groupes encore, par exemple Decriminalize Nature, qui eux sont plutôt dans les lignées libertaires, qui demandent la liberté cognitive et qui disent tout simplement l'État n'a rien à voir avec mes états de conscience et il n'a aucune légitimité à interférer avec comment je décide de modifier mon état de conscience. Et donc là, c'est même pas religieux, c'est pas médical, c'est chacun doit avoir le droit de faire ce qu'il veut avec ses états de conscience. Donc il revendique la liberté cognitive, ce qu'ils appellent ça. Ça pose encore d'autres questions. Et donc, à mon avis, là, on va avoir des bonnes frictions épistémologiques et politiques autour de ces questions-là dans la décennie qui vient. Ça va être assez intéressant à étudier. L'option la plus probable, c'est qu'on aille vers une légalisation de la pratique médicale et que dans l'underground, de manière illégale, continuent d'autres types de pratiques. Mais comme on sait, quand c'est illégal, il y a encore moins de contrôle que quand c'est légal, donc ça pose pas mal de questions. On va voir, mais ça pose pas mal de questions. Merci. Salut. Salut. Voilà. Donc ma question concerne les autres suggestions, parce que ça c'est quelque chose qui existe dans le contexte de l'hypnose. Pardon ? D'autres suggestions. Oui. Et je voulais savoir si ce serait possible de changer quelque chose qu'on a enraciné, une pensée, une croyance, en utilisant le psychédélique, ou si cela pourrait plutôt renforcer ce qu'on avait avant comme idée. Par exemple, si j'ai eu peur et j'essaye de ne plus avoir cette peur en utilisant une autosuggestion avec le psychédélique, est-ce que cela renforcerait la peur, ou alors ça pourrait m'aider à surmonter la peur? Alors ça, c'est difficile à répondre parce que c'est une question un peu clinique. Donc comme vous le savez, sur les questions cliniques, c'est un peu du sujet par sujet. Il y a beaucoup de variations interindividuelles. Vous avez peut-être des gens qui sont des anxieux chroniques, qui vont prendre des psychédéliques, ça va majorer leur anxiété et ils vont se faire du mal avec ça. Et puis d'autres personnes, ça va peut-être les aider. Ce qui est sûr, c'est que les psychédéliques augmentent la suggestibilité, que ça produit quand même une porosité, une perméabilité, une flexibilité qui quand même semble permettre l'implémentation de nouvelles croyances, de nouvelles visions du monde. Donc je répondrais sans doute plutôt oui, que ça peut changer, mais c'est pas du tout, c'est spéculatif, c'est pas basé sur des études empiriques, ce que je veux dire. Mais c'est une bonne étude aussi à mener. Je ne sais pas si vous êtes chercheur, mais ça peut être une bonne étude expérimentale à mener. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très bien. Merci. J'ai une question parce que vous avez dit que vous pouvez you can conceptualize les psychédéliques comme des placebos très forts. Donc je me posais la question si ça serait possible d'atteindre les états de conscience qu'on atteint avec les psychédéliques, mais sans les psychédéliques. Ça dépend de quel aspect de l'état, mais il me semble que si on décompose toutes les composantes phénoménologiques de l'expérience psychédélique, on doit pouvoir atteindre pas mal de choses, par exemple avec l'hypnose. À mon avis, on peut faire pas mal de trucs avec l'hypnose, avec... oui. Après, il y a quand même des choses qu'on atteint avec certains dosages de psychédéliques qui sont difficilement reproductibles, il me semble.
ça aussi. Il y a des personnes qui disent qu'avec la méditation, ils commencent à halluciner plus. Donc, est-ce qu'on sait s'il y a genre un lien entre les trucs ou... Oui, ça, l'augmentation de l'imagerie mentale, il y a beaucoup de techniques qui permettent de le faire, que ce soit l'hypnose, la méditation, les hallucinogènes. D'ailleurs, un point qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand vous regardez les processus d'initiation chamanique dans les sociétés autochtones d'Amazonie, assez souvent, en fait, on prend pas mal d'hallucinogènes pendant l'initiation, puis après, on n'en prend plus vraiment. Dans beaucoup de cultures, on va utiliser du tabac essentiellement après. Donc il y a aussi quelque chose que moi j'ai pu observer sur le terrain, et sur moi-même d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, sur le fait que quand on prend pas mal de psychédéliques, au bout d'un moment, il y a aussi des choses qui se passent sous psychédéliques qui peuvent continuer à arriver quand on n'en prend pas. Donc ce qui est sans doute lié à ce que je vous présentais ce soir, c'est comment on apprend à modifier notre relation à nos états mentaux, à nos images mentales, etc. Et voilà, et beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai conduit là, une étude récemment là-dessus sur l'expérience, par exemple, d'entente de voix, les hallucinations auditivo-verbales, qui sont très fréquentes, parce qu'on parle beaucoup des visions dans l'ayahuasca, mais en fait, l'ayahuasca, il y a beaucoup de voix aussi. On va pouvoir discuter avec ces êtres qu'on rencontre dans l'ayahuasca. En fait, beaucoup d'usagers, on pourrait dire usagers experts, vous voyez, compris l'ayahuasca, on va dire plus de 50 fois, sont capables de continuer à discuter avec l'ayahuasca sans prendre l'ayahuasca. Simplement, voilà, en fermant les yeux, ils vont avoir l'imagerie mentale qui arrive, hop, les voix, et ils vont pouvoir continuer à entretenir une relation vivante avec l'ayahuasca sans boire l'ayahuasca. Sur ce point, comment ça se diffère des personnes schizophrènes qui ont des hallucinations auditives? Ouais, c'était un des buts de l'étude qu'on a menée, donc c'était au sein de l'équipe Hearing the Voice, l'université de Durham au Royaume-Uni, qui était une équipe interdisciplinaire dans laquelle je travaillais, qui travaillait donc sur les hallucinations auditivo-verbales. Et en fait, on a fait une grande étude sur les voix dans la psychose, donc chez des jeunes usagers des services de psychiatrie, en faisant à la fois des questionnaires, des entretiens microphénoménologiques, donc des entretiens qualitatifs très poussés sur qu'est-ce que c'est entendre une voix, etc. Et puis du fMRI, l'imagerie cérébrale. Et l'idée, ça a été de reproduire cette étude avec des médiums spirites du nord-est de l'Angleterre, de la région de Durham, qui eux entendent des voix depuis qu'ils sont jeunes et ça n'a jamais été vécu comme quelque chose de pathologique. Et moi, donc, je me suis occupé donc, du troisième bras de cette étude, qui était donc les usagers experts d'ayahuasca, qui eux développent cette capacité d'entendre des voix suite à l'usage répété de psychédéliques. Et ce qui sort de la comparaison de la phénoménologie d'expérience d'entente de voix dans ces trois groupes, c'est que quand même dans les groupes dits pathologiques, donc chez les jeunes usagers des services de psychiatrie, les voix se caractérisent par une dimension souvent invasive, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas à la demande. Le contenu des voix est souvent perturbant, c'est beaucoup d'insultes, d'invitations à s'automutiler, à se suicider, etc. Là où, par exemple, les voix chez des usagers d'ayahuasca sont beaucoup plus on demand, vous voyez, c'est un peu vous qui ouvrez ou qui fermez, et le contenu est le plus souvent pédagogique, thérapeutique, soutenant, etc. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça renverse cette croyance qui circulait dans le monde psychiatrique jusqu'à il n'y a pas si longtemps, que l'usage des psychédéliques rendait implacablement psychotique si vous en preniez trop. Oui, c'est vrai que ça peut amener à entendre des voix, mais c'est pas du tout la même expérience d'entente de voix que celle qu'ont les schizophrènes. Mais si vous avez dans les fMRI, est-ce que vous avez vu c'était les mêmes? Alors on n'a pas encore fait le fMRI pour le groupe d'usagers d'ayahuasca, donc j'espère pouvoir vous répondre dans quelques temps. Vous avez une référence, David, pour cette étude? Pardon? Cette étude, vous avez fait la référence? En fait, l'étude est faite, il n'y a pas encore de publication scientifique. On est encore dans l'analyse de données, mais il y a déjà des papiers sur l'étude schizophrénie et médium. Donc si vous regardez Hearing the Voice Durham, donc D-U-R-H-A-M University, vous allez trouver, voilà. Mais j'espère avoir le temps d'écrire ces articles un jour. Voilà. Bonsoir. Merci, c'est gentil. Oui, dans les gens qui prennent des substances sous contrôle, en Europe, le chaman il prend le produit avec les patients.
est-ce que les docteurs, les psychothérapeutes vont prendre aussi ces substances-là? Est-ce qu'ils vont rester en plus, ceux qui prennent du LSD, est-ce qu'ils vont rester 12 heures à côté du patient pour vivre les expériences avec? Ça, c'est une question qui se pose effectivement. Est-ce que pour être un bon accompagnant, pour être un bon psychothérapeute, est-ce que pour être un bon accompagnant, il faut avoir vécu soi-même l'expérience? C'est une question qui se pose. Il y a beaucoup d'arguments intéressants du côté du oui. Il y a aussi des arguments intéressants du côté du non, pas nécessairement. Ce qui se passe aujourd'hui dans les protocoles existants, c'est que non, on ne prend pas pendant qu'on accompagne les gens. Voilà, pour tout un tas de raisons, et notamment les cadres éthiques hospitaliers, qui font que là, on est quand même sur des études cliniques expérimentales, donc ça doit être très 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 blindé au niveau de la méthodologie. Donc les études cliniques qui se font aujourd'hui, voilà, on prend beaucoup de pincettes, on est obligé d'être bien dans le cadre hospitalier, médical. Mais on peut imaginer que quand les statuts juridiques auront changé, quand ce seront devenus des médicaments avec des autorisations de mise sur le marché, etc., donc ce qu'on peut espérer d'ici une dizaine d'années, il y aura sans doute des pratiques beaucoup plus diverses qui vont émerger, avec peut-être des propositions de ce type-là. Mais même pas avant? Ils n'ont pas jamais fait l'expérience? Je ne veux pas dénoncer mes collègues, mais enfin, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les psychédéliques qui s'intéressent à ça, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Mais vu que c'est interdit dans la plupart des pays, vous voyez, on ne peut pas non plus clamer sous tous les toits. Et j'ai vu qu'il y a pas mal d'endroits en Suisse où ils organisent des stages à l'AFK. Ouais. Vous les conseillez ou... Moi, je ne donne pas de conseils sur ces choses-là. Voilà, Est-ce que c'est une expérience où il faut vraiment aller là-bas pour avec un vrai chaman ou bien... Bon, ça c'est... Ça, je peux répondre à ça quand même. Ce qui est, en fait, clairement, les populations autochtones ont un savoir technique sur le maniement de ces états qui, me semble-t-il, dépasse largement le nôtre. C'est-à-dire, par exemple, dans le chamanisme métis d'Amazonie péruvienne que moi j'étudie, il y a un usage des parfums, des chants, qui est très très pointu. Et clairement, moi je l'ai vécu, tout le monde en témoigne, les chants, les parfums façonnent assez directement l'expérience. Et donc il y a une conscience et une technologie, si vous voulez, enfin, une conscience du poids des facteurs interactionnels, du poids des facteurs contextuels dans l'expérience, et une technologie, vous voyez, du maniement, de comment, en changeant l'intonation du chant, en prenant tel parfum plutôt que tel autre, on va produire plutôt tel état affectif, qui clairement dépasse largement ce qu'on fait aujourd'hui dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est plutôt le bon côté, c'est qu'il y a un vrai savoir du côté des populations autochtones, voilà. Après, les chamans, c'est pas des psychothérapeutes, hein. Souvent, ils parlent pas beaucoup. Alors souvent, les occidentaux, ils adorent raconter ce qui leur est arrivé, ils veulent des explications. J'ai vu ma mère, j'ai vu un dragon, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Bon, les guérisseurs, souvent, ils parlent pas beaucoup, hein. Et donc ça peut mettre un peu les occidentaux en difficulté parfois, c'est que voilà, les occidentaux ont besoin beaucoup de verbaliser ces expériences qu'ils font et qui appartiennent quand même pas trop à leur culture et qui peut les dérouter. Et c'est vrai que les guérisseurs autochtones parfois sont un peu offrent pas grand chose en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intégration de l'expérience psychédélique. Voilà. Dans les dispositifs plus occidentalisés, il y a souvent une attention plus importante aux dispositifs d'intégration, les groupes de parole, les entretiens, etc., qui peut être intéressant. Après, il y a aussi, dans les pratiques occidentales, beaucoup de gens qui, en fait, sont pas compétents. C'est-à-dire des gens qui ont été faire l'ayahuasca pendant 2 mois au Pérou, ils reviennent, ce sont des grands chamans, ils donnent de l'ayahuasca comme ça. Alors bon, tant que tout se passe bien, ça va. Mais quand il commence à y avoir des difficultés, voilà. Donc... Après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout processus thérapeutique, hein. Il y a des personnes avec qui, des soi-disant thérapeutes, hors psychologie, on va dire, des choses qui sont bien balisées, ça va être des charlatans, et d'autres personnes qui sont très bonnes dans ce qu'elles font. Avec le problème sur les psychédéliques, comme on le disait un peu plus tôt, c'est qu'il n'y a pas de cadre, vu que c'était des substances interdites, donc c'était complètement impensé, donc il n'y a pas de diplôme, pour l'instant. Et, psychomotricienne, dans les techniques psychocorporelles, on a aussi plein de choses qui ne sont pas du tout balisées, et il y a tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Ok, alors, merci beaucoup.
beaucoup. Merci à vous. Merci.